Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui nous suivent. Prolongation, c'est le petit frère. Exactement, c'est le petit frère de Temps Mort Show. C'est on poursuit le plaisir et on va parler d'un sujet un peu plus spécifique, culture du basket, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses dans le basket en dehors du terrain. Donc là, je suis toujours accompagné des Avengers, d'une équipe de choc. Moi, je suis le Tony Stark ou le Captain America. Professeur Xavier, toi. Professeur Xavier, si vous voulez. Mais avec une casquette. Et j'ai des cheveux. Voilà. On ça se discute. Il en reste encore un peu, On dirait LeBron. Ouais, comment on Toujours les bras, c'est dingue. Alors, j'ai même pas besoin de le présenter. Vous avez compris que c'était lui, la bouche pimentée. Si, Spicy. L'homme du moment. Smooth, l'artificier. Le coupeur de bananes. Voilà, vous saurez pourquoi je veux dire ça. Toujours avec Patty Mills, Greg Popomils, Paul Millsap. Popomils, alors que t'aimes pas Popovic en même temps. Non, mais... T'es venu le dézinguer ici en quelques semaines, hein? Non, je le respecte, mais j'ai le droit de pas aimer. Ah oui, t'as le droit, oui. S'il vous plaît, merci. Comme LeBron. Exactement, voilà. J'en ai marre de moi. Toujours avec Vince Bot, Vincent Beau, Autobots. Contre les Decepticons. Exactement. Vinny McGyver, Alchemist. Da Vinci Code, exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très intéressant. Ouais. Le Nil ou le NIL. Alors, on parle pas d'Égypte. hein. Voilà, rien à voir avec le fleuve. Rien à voir avec le fleuve, mais c'est un phénomène en fait. C'est un phénomène en fait. Le Nil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est name, image, et likeness. Voilà, c'est le fait que désormais aux États-Unis en NCAA, les joueurs peuvent dealer leur nom, leur image et leur mood, leur lifestyle, leur mood. Exactement. Pendant très longtemps, les joueurs n'étaient pas payés directement. C'était un gros scandale parce que la NCAA, ça brasse des milliards de dollars et les joueurs n'étaient pas payés. Ouais, mais il faut quand même rappeler que on les considérait comme des étudiants. Donc, ils utilisaient énormément cet argument de étudiant sportif et non sportif étudiant. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour eux, il était pas concevable de les payer parce qu'ils étaient étudiants et que pour certains la bourse était là mais il faut rappeler que c'est pas tout le monde qui a la bourse déjà et que les contrats étaient signés par les coachs. Les contrats étaient signés par les coachs qui brassaient. Il y a beaucoup de sous-de-table, et notamment par l'ancien coach de Louisville, Rick Pitino, qui entraîne St. John's d'ailleurs, qui était à Boston. Qui était à Boston aussi, qui est passé par le Pana aussi en Grèce, qui a fait une petite. Donc voilà. Et ce qui est très important de préciser d'entrée, c'est que c'est pas du salaire. C'est pas du salaire. C'est de la redevance sur les droits d'image. Alors, on va parler un peu des types de transactions aussi que ça comprend, parce qu'il y a plein de types de transactions. Là, je les ai sous les yeux. Ok, bon, vous l'aurez compris, on a des experts. On a des experts, mais juste avant de commencer, abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez. Faites en sorte que ce projet grandisse. Donc, s'il vous plaît, allez sur les réseaux sociaux de Smooth, Off Court, Banana Cut, abonnez-vous, allez sur le compte de Mills, allez sur le compte de Temps Mort, allez sur le compte de moi c'est sur LinkedIn plutôt hein. Sur LinkedIn. Allez chez moi DJ Flexta, Parole Véritable. Parole Véritable. Parmi tant d'autres. Voilà, exactement. Non, vous insinuez que j'ai un compte caché ou c'est que tu fais tellement beaucoup de choses. Tu es un entrepreneur de la culture. Ça n'en parle pas assez. Tu es un entrepreneur de la culture. Dites-le. Je le dis haut et fort. Parce qu'on se rappelle encore du Covid. Les lives! On se rappelle de ça! Puis il taffe comme un porc derrière, quoi. Franchement, il y avait, parmi tous les animaux qu'il y a, il pourrait franchement dire un autre. On peut dire un mouton. Merci, ouais, désolé à mes frères musulmans. Ça fallait utiliser un autre mot encore. Exactement. Il fait compliquer les choses. Mais non, c'est pas possible, monsieur. Il y a un vrai problème aujourd'hui avec ces gens, ils veulent pas s'intégrer. En bref. Jamais dit ça. On parlait du Nil, justement. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied pour rappeler à ces bonnes personnes de nous suivre. Mais poursuis parce que c'était très intéressant. Donc ce n'est pas du salaire. Non, c'est pas du salaire. En fait, alors je pense que l'historique Mousse il va bien le faire aussi. Ouais, parce que c'est important. Puisque au final, faut savoir que ce qui rapporte beaucoup aux universités et surtout aux programmes majeurs, on fera la pyramide tout à l'heure aussi, puisque il y a quand même énormément d'équipes en Division 1 et il y a au final des programmes majeurs qui empochent l'argent, et Angelo l'avait expliqué, l'argent des droits TV, mais qui sont surtout les universités sont surtout exposées par les programmes de football.
américains. Donc il y a des programmes majeurs. Il y a une trentaine de programmes majeurs sur 364 équipes en division 1. Donc ça voilà, c'est vraiment ces équipes-là qui sont exposées essentiellement à la télé. Et donc forcément il y a des droits TV qui sont importants. Et c'est les universités qui les empochent. Donc forcément il y a eu des réclamations justement par des anciens athlètes. Je pense que Mousse, tu dressera l'historique. Et voilà. Et donc c'est justement le cas du NIL qui est mis en place là, qui commence à aboutir. On balayera un peu justement la carte tout à l'heure. Mais juste une petite première question comme ça. Ouais. C'est que pendant des années, comme tu l'as dit, les mecs utilisaient l'argument que c'était pas des salariés, c'était des étudiants. Mais un truc qui génère des millions de dollars. Étudiants sportifs et non des sportifs étudiants. Mais un truc qui génère des milliards de dollars. On est aux States. On parle pas de 1000 €. On parle de millions de dollars. Quand une pub passe, c'est des millions. Mais moi, je génère des milliards de dollars et je paye pas les mecs qui jouent. T'es un étudiant, en fait. Ouais, mais c'est réinvesti. À la base, c'est réinvesti dans l'université, dans la reconstruction de la salle, le renouvellement d'équipements. Quand tu vois les salles, quand tu vois la salle de muscu, le terrain de foot US, tout ça, c'est pour mettre dans les meilleures conditions les étudiants athlètes. Et il faut rappeler aussi que dans beaucoup d'États, il n'y a pas d'équipe pro et c'est vraiment de franchise. Donc c'est vraiment l'université qui est le cœur de l'État. Je prends par exemple le Nebraska où derrière c'est l'université d'État, où c'est la folie sur le football américain, sur le volley féminin même. Enfin, il y a tout l'État qui se réunit pour être présent au match et qui se réunit derrière l'université. Ouais. Mais justement, pourquoi? On sait que la NCAA, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'il y a le championnat universitaire. Pourquoi cette loi, elle passe que maintenant? En fait, tu vois, c'est bien ce qu'on va revenir sur l'historique. On va revenir sur l'historique parce qu'il faut comprendre l'historique pour comprendre pourquoi aujourd'hui ça explose. Il faut savoir que c'est un procès qui date depuis des années. On parle pas de 5, on parle pas de 10, on parle peut-être de 20, plus de 20 ans. À l'époque, c'était un joueur qui était formé à l'université UCLA, Ed O'Bannon. Ils étaient deux frères, deux frères O'Bannon qui se sont retrouvés draftés en NBA. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont pas eu une grosse carrière. Ils ont pas eu une grosse carrière et ils se sont dit mais attends, nous on n'a pas eu une grosse carrière NBA, eux, ils avaient déjà fait rentrer beaucoup de sous à UCLA en tant que sportifs de haut niveau, leur historique, le fait que ce soit une fratrie et qu'ils explosent dans un programme comme UCLA qui est quand même une très très grosse université. Donc il a décidé de représenter les intérêts des joueurs et d'attaquer la NCAA pour essayer de négocier tout ce qui était les droits d'image. Parce que au-delà du fait qu'il y a les pubs, il faut pas oublier les jeux vidéo NCAA qui étaient portés par Xbox et Sony à l'époque où la licence était hyper chère. Donc tout ça, c'est des sous qui rentrent pour des étudiants athlètes qui peut-être aspiraient à jouer au plus haut niveau, mais combien sortent de ce programme-là naturellement et combien sortent parce qu'ils sont blessés? Non, c'est vrai. Tout ça, c'est une mise en danger parce que t'investis déjà ton corps sur une dynamique qui n'est pas prête c'est pas prêt de payer. Donc derrière ça, il y a cette campagne-là. Donc ils ont commencé à dire les sportifs vont toucher un certain pourcentage. À la suite de ça, on va mettre en avant l'agent de LeBron James, Rich Paul, qui a pris le relais sur ce procès-là et qui a permis d'obtenir et de mettre en place tout ce qui était ce NIL. Donc voilà, je ne suis pas forcément rentré dans les détails, mais l'historique, la temporalité, la chronologie, c'est vraiment ça. Est-ce que ça s'est pas accéléré avec le cas Rick Pitino à Louisville aussi à un moment? Après tout ce qui a été à côté, les coachs qui, pour avoir un joueur, donner des voitures aux parents, donner des enveloppes, tu vois. Regardez, des logements. Et des logements, et God Game, Blue Chips. Ouais, exactement. C'est très important d'en parler. Des Chris Webber ou des Shaquille O'Neal qui ont été réellement approchés. Et il y a plein. Corliss Williamson, qui était à UNLV avant. Les équipementiers aussi. Ce qui est interdit. Les équipementiers aussi. C'est pour ça que justement je voulais parler de ça parce que t'as bien fait de parler de Chris Webber. Moi je vais parler aussi du 5-5 Michigan
où ça avait été aussi un scandale, aussi les joueurs aujourd'hui, on en parle encore aujourd'hui avec, Bien sûr. on sait que c'est une des plus grosses équipes de l'histoire de l'NCAA, qui ça rapporte énormément de sous, enfin, en termes de publicité, en termes de com. C'était même une des équipes les plus regardées, tout le basket réuni, NBA, etc. Et on sait que Chris Webber prenait aussi de l'argent aussi de côté. On sait que Jalen Rose et Chris Webber, il y avait aussi un souci par rapport à cela, au fait que Chris Webber n'assumait pas officiellement d'avoir pris de l'argent. Après, je vais te dire la vérité. Toutes les universités faisaient ça. Mais le fonctionnement était différent. Tu sais qu'en université, tous ceux qui sont les anciens qui sont venus à l'université sont toujours proches de leur université. Je vais te citer une université la plus... Je vais t'en citer deux. Duke et UNC. Duke et UNC faisaient ça. Sauf que c'était pas directement. C'était souvent les anciens élèves qui sont chefs d'entreprise, qui créent leur modèle économique pour pouvoir glisser des enveloppes. Mais voilà, pour pouvoir parer à ça, ils ont mis le NIL et de mettre en avant le fait que ce soit possible. Ça, mine de rien, ça a caché un peu tout ce modèle économique parallèle qui pouvait être mis en place. C'est ça, c'est que là, on fait une croix. Le but, c'est d'éradiquer vraiment l'amateurisme marron qu'il y a en NCAA, quoi. Donc ça va changer beaucoup de choses. Et voilà. Et après, maintenant, t'as ça. Tu sais qu'en ce moment, le basketball aux US, les joueurs, ils arrivent plus à produire de vraies pépites. Et tu regardes les 10 dernières années à NBA et les 10 derniers MVP, ils sont pas carrés. Pourquoi? Parce que derrière, ils font qu'un an à l'université, alors qu'avant, l'université, les gros programmes, ils faisaient 4 ans. C'était une marque de fabrique avant. Tu vois, t'avais Kentucky, c'était des marques de fabrique. Et avec la réglementation où t'es obligé de faire minimum 1 an en NCAA, les joueurs, ils passent et puis ils repartent, quoi. Parce que il y a beaucoup aussi de joueurs aussi qui cherchaient justement les contrats publicitaires, c'est-à-dire que tu fais ta saison, après tu vas en NBA, et le but, on sait pour beaucoup de joueurs NBA, hein, faut pas se mentir, c'était, je fais des bonnes saisons au début, je prends mon petit contrat avec Nike, avec peut-être Jordan, avec quoi que ce soit, j'ai secure the bag, comme on dit, et après, voilà. Et je pense que, est-ce que justement, qu'est-ce qui va réellement changer, du coup, dans le monde universitaire, avec cette loi-là? Déjà, la transparence. La transparence, c'est très très important parce que qui dit transparence dit déclaration. Qui dit déclaration dit visibilité de ce qui te rentre dans la poche. Donc voilà, tu sécures tout ça. Etc. Tu sécures tout ça sur l'aspect financier. Après, sur l'aspect sportif, les States, ils s'en foutent de ce qui se passe à côté d'eux. S'ils peuvent alimenter leur championnat avec un coup de NIL pour récupérer de jeunes prospects intéressants, étrangers, ils vont le faire. Et c'est ce qu'ils font actuellement aujourd'hui. Oui, alors pas de panique non plus, parce que je vois que Léo parlait d'hypocrisie tout à l'heure du basket français. Il y a un vent de panique. Il y a un vent de panique de fou. Et c'est là où je dis de fou. Mais ça va. Après, ce qui va être intéressant, ça va être justement de voir comment on peut se réinventer, parce que moi je vois ça comme une opportunité énorme pour armer les clubs juridiquement et mettre en place des buyouts. Après, quid de si le joueur est mineur ou pas, quoi. C'est ça. Il y a ça. Il y a aussi le fait que comme tu perçois des revenus, t'es obligé de créer ta société. Mais c'est là où je veux maintenant que si tu crées une société, que tu sois mineur ou pas, c'est plus un problème. Ouais. Tu crées une société. Maintenant, en fait, vous, Français, si vous voulez créer une société pour représenter les droits et NIL aux États-Unis, créez-les. Ça va faciliter un temps de passage pour ces joueurs-là. Mais attends, là vous allez trop vite. Donc là, pour revenir, vous allez trop vite parce que c'est intéressant. J'ai envie que les gens comprennent bien. Donc le NIL, c'est le fait que maintenant les joueurs puissent vendre leur image. T'es un auto-entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours pas du salaire. Mais maintenant que c'est acté, parce que, comme tu le dis, il y avait de l'hypocrisie où tout le monde faisait des dessous de table. Maintenant, on met tout à plat et on l'autorise. Et ce sera maintenant contrôlé, scruté, on saura qui touche de l'argent, etc., etc. Les universités, comme tu l'as dit, il y a une crise identitaire aux États-Unis où on n'arrive plus à produire des superstars. On est obligé d'aller en Europe, dans les autres régions du monde. Du coup, maintenant, les mecs, des clubs de NCAA peuvent approcher des joueurs français. Et maintenant, comme c'est pas du salaire, ça a toujours été le cas. Mais là, on a l'impression quand on lit la presse que tiens, il y a des Français qui vont en NCAA. Depuis la nuit des temps, dans les années 90. Olivier Saint-Jean, il est pas passé aux États-Unis. Tariq Abdelouad. Olivier, il a pas trouvé. Angelo, ils ont pas trouvé une université en allant là-bas. Ils ont trouvé l'université quand ils étaient ici. Il y a des scouts aujourd'hui. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, t'as des scouts, t'as des gens qui sont en lien avec ces universités.
universités-là et qui proposent des potentiels aux universités. Mais c'était quoi le français là, Jean Lefebvre? Des scholarships. C'est quoi le français qui était probablement le premier draftable en NBA, Jean Lefebvre, non? Ouais. Il était en NCAA déjà dans les années 60. D'accord. Donc je veux dire, on découvre et ce qui est intéressant, c'est de faire des stats. Tout le monde s'emballe, ouais, ils vont nous siphonner le réservoir. Attends, déjà la NCAA, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Demandez à Zachary Perrin si il est revenu aussi vite qu'il est parti. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Faut être prédisposé culturellement. C'est la vérité, c'est pas fait pour tout le monde. Et après derrière faut s'appuyer sur les chiffres, quoi. Il y a Philippe Sudre qui fait comment dire un recensement de tous les Français évoluant aux États-Unis, que ça soit de la NCAA Division 1 jusqu'au JUCO. Alors peut-être pas en high school parce que c'est compliqué, t'as 16 000 équipes en high school, mais ouais, 16 000 équipes en high school, c'est un continent les États-Unis. Mais t'avais 70 Français en NCAA l'année dernière, 40 en Division 1. Et sur les Division 1, c'est 364 équipes, hein. Donc t'as 40 joueurs répartis. Je veux dire, faut arrêter de s'affoler, hein. Faut arrêter de s'affoler. Et derrière, sur ces 40 joueurs, t'en avais que 2 qui évoluaient dans des programmes majeurs et ils n'avaient pas de temps de jeu. Donc faut arrêter de s'affoler. Mais c'est quoi le vrai problème? Le problème, comme je te dis, c'est un problème d'hypocrite. Aujourd'hui, on s'affole parce que des jeunes partent parce qu'on leur promet des 1000 et des 1000 et des 100 en échange d'une expérience universitaire, étudiante et athlète. Ils sont en centre de formation. D'un, on leur donne pas plus de 1 000 €. La convention leur donne pas plus de 1 000 €. Deux, en centre de formation, ils font des sacrifices sur leur scolarité. Parce que quand on t'appelle du jour au lendemain pour t'entraîner avec les pros, c'est pas grave, tu sèches l'école. C'est clairement ce qui m'est arrivé, moi. Il faut regarder, il faut regarder les bulletins scolaires de tous ceux qui sortent de centre de formation et leur moyenne parce qu'elle est très très inquiétante. Et de 4, on te propose pas un temps de jeu effectif, on te propose pas, tu joues pas en pro. Tu joues avec les espoirs, tu fais le bon avec les pros, on te regarde du coin de l'œil. Et quand ton contrat stagiaire pro il est fini, on te dit casse-toi. Casse-toi. On te gardera. C'est fini. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent du centre de formation et qui jouent avec les pros. Donc moi, l'employabilité c'est 0. Moi t'es un gamin, t'es pas sûr d'avoir un contrat. Là on te propose 1 million. J'abuse. Mais il y en a à qui on a proposé 1 million. 1 million en droit d'image. Après, pour les jeux aux États-Unis, ça c'est sur les programmes majeurs. Après, on descend à une centaine de milliers d'euros sur les équipes qui sont un peu plus en dessous. Tu peux fusionner avec ta scholarship. Ouais. Oh. T'es là-bas, une expérience de malade. Tu peux t'en sortir avec un diplôme. Oh. Et tu reviens? Attends, tu restes toujours JFL. Il est où le problème? Donc, ce que je voulais dire aussi, par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que t'es obligé d'avoir des résultats scolaires aussi. Bah oui, tu bosses pas, tu joues pas. Et là, le moment le plus dur, c'est que t'as un aménagement durant ta saison. Mais après, derrière, les partiels de fin d'année, faut te réveiller. Faut te réveiller. Et t'as un emploi du temps hyper rythmé pour attraper tout ça. Donc, ouais. C'est une facilité. On crie au scandale. Et on va te dire, oui, mais on investit sur la formation. On investit sur leur formation. Ok, c'est vrai. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que si le gamin, ça marche pas, vous faites quoi de lui? C'est pour ça que je te dis, les buyouts, c'est une opportunité énorme pour vraiment avoir un retour sur investissement sur le joueur, parce qu'on va quand même le livrer à la NCAA. Il a quand même, il a quand même un niveau, et ce niveau-là, on a investi des moyens pour l'emmener à ce niveau-là. Juste pour préciser, parce que c'est très technique, j'ai bien envie que les gens comprennent. Le buyout, ça veut dire que l'université, le rachat de contrat, qui s'intéresse à un joueur, le club ou la ligue peut toucher de l'argent sur le club en question, puisque le joueur est sous contrat. Alors la question du mineur, ça aussi c'est une convention, voilà. Mais il faut que le club puisse justement percevoir la valeur sur la formation du joueur. Tu vois? Donc là, c'est au final, la remise en question, elle est à faire sur toute notre filière de formation. Et c'est un sujet fédéral, c'est pas un sujet LNB. Le sujet LNB, c'est est-ce qu'on va dissoudre le championnat espoir ou pas, quoi? À quoi ça sert? À quoi il sert parce que là, c'est là où c'est le plus hypocrite. C'est que l'illusion, c'est de dire, ouais, mais il part aux États-Unis, il se fait des illusions et tout ça. En fait, non. On a un championnat fantoche où ça court, ça saute, il y a pas de jeu construit, il y a rien. Et ces joueurs-là, au final, dans le parcours du joueur,
au final, pour moi, c'est défaillant parce que un joueur, pour pouvoir le professionnaliser, il faut pouvoir le confronter tout de suite avec des adultes. Merci. Donc pour moi, dans le parcours de joueur, au final, je pense qu'il faut faire une refonte de la filière de formation et intégrer des joueurs en licence AS, c'est ça, qui puissent pouvoir jouer. Donc qu'il ait un contrat pro, qu'il appartienne à un club pro, mais qu'il soit mis en incubation dans un club de N3, de N2, de N1, tu vois, dans des clubs satellites, plutôt qu'un championnat espoir où il y a pas de confrontation, où on fait pas progresser les joueurs et où ils se montent le bourrichon, ils vont pas aller bosser à l'école et derrière ils se retrouvent sur le carreau, quoi, tu vois. Sur le carreau. Qui l'eût cru que ce serait aux États-Unis que les sportifs seraient mieux suivis scolairement parlant. Mais en fait, c'est dingue et c'est inquiétant à la fois. C'est dingue et c'est inquiétant à la fois. Pourquoi je dis que c'est inquiétant, c'est que en France, on fasse la politique de l'autruche à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est connu. Et on va parler de sacrifice. À un moment, tu peux pas jouer sur tous les tableaux, ok. Mais il y a toujours un juste milieu à obtenir. Et j'aimerais bien, je te promets, avoir des bulletins scolaires de pas mal de joueurs. Et sans les mettre au porte-à-faux et dire, voilà, scolairement parlant, c'est chaud, tu vois. Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas le basket? Voilà. T'as pas de diplôme. Là, on te met dans une thématique, comme il a dit, faut s'accrocher, mais tu culmines le statut d'étudiant et de sportif. Et non de sportif et d'étudiant. Et malheureusement, les centres de formation, c'est plus sportif et étudiant. Mais justement, ça c'est un thème aussi très très important quand on sait que les jeunes, surtout les jeunes, on sait qu'ils viennent de familles où tu grandis, t'as pas forcément grandi dans l'argent, etc., qui ont une vision où ok, j'ai l'école, et forcément, il y a beaucoup de jeunes, on sait, qui n'aiment pas forcément l'école, ils font ça parce qu'il y a le basket à côté, et il faut qu'on arrive faut que même l'éducation aussi arrive à inculquer aux jeunes que le basket, ça peut te rapporter beaucoup, mais ça peut se finir du jour au lendemain. Et moi, avec les jeunes, oui, mais ils ont une vision court-termiste, les jeunes. Justement, c'est pour ça que justement maximum l'année prochaine, qu'est-ce que je fais, quoi. Et justement, c'est pour ça que nous, quand on demandait, parce que moi j'avais des U20 et on demandait, vous voulez faire quoi après les U20, vous faites quoi, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Ah, mais je vais partir faire ci, je vais partir faire ça, mais si ça ne marche pas, vous faites quoi? U20, c'est déjà trop tard. C'est ça, en fait, oui, c'est ça. U20, c'est déjà trop tard. Pour toi, déjà, il faudrait commencer à en parler, à vraiment rentrer U15. En fait, avant, ça reste un jeu. Dès U15, ça commence on parle de projection professionnelle. C'est pour ça qu'il y a un fameux tournoi de U15 là, le plus grand tournoi de U15. Le plus grand tournoi de U15 a lieu en France et peut-être même d'Europe. Voilà. Exactement. Il faut dire Banana Cut, plus grand tournoi de U15. Banana Cut, plus grand tournoi de U15. Merci. C'est bon. Voilà. Donc c'est pour ça aussi c'est intéressant aussi de parler de ces choses-là. En plus vous faites le parallèle entre États-Unis et la France. Qu'est-ce qu'il faudrait instaurer ici en France pour justement essayer d'avoir cette chose-là en tant qu'étudiant? Une refonte du centre de formation. Une refonte totale du centre de formation. Ah, carrément. Avoir des acteurs professionnels qui puissent assurer le lien entre l'école et le centre de formation. Moi, je trouve ça dingue que dans certains centres de formation, les jeunes soient livrés à eux-mêmes. Ah oui. Tu vois, moi, je suis parent. Mon enfant, s'il a envie d'aller en NCA, en centre de formation, et qu'il n'est pas accompagné H24, c'est inquiétant. Ce sont des mineurs. Ils peuvent faire des conneries en sortant dehors ou des trucs comme ça. C'est dingue. C'est pas en étant encadré par des bénévoles que ça va te rassurer. Il faut des professionnels. Moi, j'ai toujours dit, il faudrait au moins un éducateur dans chaque centre de formation pour pouvoir assurer le lien avec les établissements. Ils produisent quoi, nos centres de formation? Concrètement, tu vas avoir la filière fédérale avec l'INSEP qui va te faire sortir les meilleurs qui seront en équipe de France U20 et tout ça. Et eux, c'est eux qui sont les premiers visés par les contrats NCA. Bah, tu vois, protection de l'enfance. On va plus loin, protection de l'enfance, jeunesse, tout ça. S'ils mettent leur nez dedans, je pense que il y a quand même des anguilles sous roche sur pas mal de sujets sur les comportements déviants qu'il peut y avoir dans l'encadrement. Dépression, t'as beaucoup de jeunes qui sont déjà sous dépression. Parce que on parle de jeunes qui quittent leur famille pour aller dans un centre de formation, ils connaissent plus ou moins les gens. Comme il a dit Vince, il faut être prêt. Et mentalement, on n'est pas tous habités d'un mindset qui puisse nous permettre de vivre tout ça. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas au State, tes premiers entraînements, tu lâches la galette.
Quand tu fais du physique, tout le monde fait du physique, et même si ton corps il répond plus, ta tête te dit faut que tu cours, parce que sinon tu te retrouves vite en deuxième unité ou troisième unité, parce que physiquement, mentalement, t'es pas prêt. Ils cherchent à savoir comment tu réagis mentalement. Ils te scrutent là-dessus. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a une certaine précarité aussi dans le basket français, justement, à ce niveau-là, tout ce qui est espoir, etc. Parce que on a eu un cas il y a quelques mois, ou peut-être quelques années de ça, d'un joueur de N3 qui avait du mal à subvenir à ses besoins. Angers. Oui, Angers, qui s'est à braquer. Mais tu vois ça. C'est une dinguerie. Tu vois, ça, c'est l'exemple même de quelque chose qui m'horripile. Le gamin, t'es parti le chercher. Il est pas venu à Angers faire des essais. Je dis Angers, le gamin, t'es venu le chercher. Tu le mets dans des conditions hyper compliquées. Le gamin, il se nourrit de rêves. Il n'est pas fini. Il se retrouve à aller braquer parce qu'il est dans le dur. Il est dans le dur. Parce qu'il faut pas oublier toute la pression qu'il peut ressentir. Ouais, il a peut-être pas dit, ses parents, ils ont juste compris une certaine information, tout ça. Et lui, il s'est dit, ouais, je vais essayer de répondre présent. Le club soutient pas. Le gamin, il est dans la panade comme pas possible. Or, il y a pas une défaillance quelque part. T'es responsable du gamin. Tu lui as vendu un double projet. En fin de compte, c'est du fake. Tu vois, tout ça, c'est inquiétant. Les clubs, ils baladent quand même pas mal les joueurs. Est-ce qu'à l'inverse, un directeur sportif ou un coach, il accepterait qu'on fasse ça à son enfant? Bien sûr que non. Voilà. Et eux, hop, il s'essuie les mains. Il s'essuie les mains, il est majeur, c'est son problème, voilà. Il doit se débrouiller. Donc il devait payer son appart, je crois. Il devait payer son appart. Mais la question, est-ce qu'il est venu tout seul de Paris à Angers pour vouloir jouer là-bas? Et donc il n'y avait pas de contrat fédéral de joueur de N1 du coup. Donc du coup, quand t'as un contrat fédéral, normalement t'as une obligation d'héberger le joueur. Ça fait partie des dispositions, tu vois. Mais tout ça parce que lui, il était là juste pour faire le nombre à l'entraînement en fait. Et bon, moi ça m'est arrivé à Poissy aussi, hein, d'être dans cette situation-là. C'est vachement précaire, quoi. C'est vachement précaire. Et on te fait miroiter des choses et tout ça et tout. Et toi, tu fais tu t'arrêtes l'école. T'arrêtes même ton boulot à côté si tu trouves un boulot pour bouffer, mais au bout d'un moment il faut faire des entraînements par jour. Qu'est-ce que tu fais? Tout tourne autour de l'entraînement et de la récupération pour enchaîner, pour se bâtir en tant que joueur. Donc ça c'est franchement ça. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Le NIL remet tout ça à la vue et ça dégoûte les joueurs en France. Hein. À la vue des gens. Combien de sportifs qui ont fait des dépressions et qui ont décidé d'arrêter au basket que tu retrouves, ils s'étaient annoncés gros prospects et qui se retrouvent à jouer à N3. C'est vrai. Ils se retrouvent. C'est tout. Sans porter préjudice au championnat. La N3, c'est dès les U20, il faut mettre les joueurs, je te dis, en N3. Déjà face à la réalité des choses, mais sans pression, parce que la N3 et N2, t'as moins de pression. Les clubs en plus derrière, si t'es en licence AS avec un club pro, eux c'est tout bonheur pour eux. Ils ont pas à payer. Tu développes un joueur derrière. Donc voilà, et puis derrière aussi peut-être mettre en place peut-être une structure d'hébergement quand même, mais tu vois sans les contraintes des centres de formation, parce que les centres de formation c'est au final c'est partie du plan de performance de la Fédé qui s'engage auprès du ministère des Sports, et c'est le ministère des Sports qui impose à toutes les Fédés d'avoir leur copie. Donc là au bout d'un moment il va falloir aussi peut-être revoir certaines choses, parce que au final tout ce qu'on décrit là, au final, ça rentre dans le giron du ministère des Sports. Comme l'hébergement. Quand t'as un hébergement, moi j'étais sur le projet de centre de formation Paris Basketball la première année. On préparait la visite du ministère des Sports pour l'agrément. Mais il y a plein de critères et tout ça dans lesquels faut rentrer. Et au final, quand tu vois comment les clubs font, ils vont faire bonne figure devant le ministère des Sports pour avoir l'agrément, mais au final ils ne respectent pas les conditions d'engagement, quoi. Ils ne le respectent pas toujours. C'est dingue. Moi, je trouve que c'est vraiment déplorable et même dangereux. C'est que comme tu le dis, on parle de mineurs, de gamins qui sont pas finis. Tu les mets dans des conditions presque à la dure de vas-y, tu vas taffer. Non, de mineurs et de majeurs. J'ai tellement d'histoires que tu tirerais les cheveux. Tu t'en tirerais les cheveux. Bon, il y en a déjà pas plus beaucoup, donc. Ouais, mais gros, il y a tellement d'histoires. Non, c'est vrai. C'est. En fait, même parce que dans le circuit, il y a beaucoup de gens qui vont en centre de formation. Et tu vois, qui reviennent chez leurs parents ou quoi que ce soit. Tu leur demandes comment c'était le centre de formation. Au final, tu sais, c'est pas fou, quoi.
ils partent là-bas avec plein de rêves, d'espoir, de se dire, ben, c'est le chemin pour aller en pro, c'est le chemin pour aller telle chose. Mais même quand ils reviennent pendant les vacances ou quoi que ce soit, t'écoutes leur histoire, mais il y a rien d'exceptionnel. Exactement, il y a rien de fabuleux. Et, je pense qu'il faut arrêter aussi de faire croire aussi aux jeunes que centre de formation, ça veut dire vous allez finir pro ou quoi que ce soit. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut, faire face aussi à la réalité. Que ce soit aussi les parents, des fois, ils savent pas trop ce que c'est, hein, parce qu'on va pas se mentir. Je vais te dire, vas-y, finis, je vais te sortir après un nom, tu vas comprendre direct que c'est plus le chemin pour que ça. Ouais, et parce que les parents, ils savent pas forcément ce que c'est, hein, parce que les centres de formation, ils vont expliquer de leur manière ce que c'est, de comment et pourquoi. Et, justement, c'est déplorable, parce que, au final, les enfants, ils vont là-bas, ceux qui réussissent, tant mieux, ils arrivent à avoir une carrière, ceux qui réussissent pas, qu'est-ce qu'ils font après? Ils ont lâché, comme t'as dit, ils ont lâché l'école. Tu vis que de basket, donc forcément, rien d'autre que le basket va t'intéresser. Et pour rentrer dans le circuit professionnel, je parle d'aller travailler, etc., c'est de plus en plus compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, le circuit centre de formation, circuit fédéral n'est plus forcément une réalité. Moi, je vais te citer juste un Adirifi. Voilà. N3. Centre de formation, il s'est fait virer, ça a pas matché, tout ça. Je vais te parler de Mohamed Diarra. Mohamed Diarra qui a fait une match marnaise de malade il y a encore 2 ans et qui aujourd'hui poste 4 dominant au CSP Limoges. Ce gamin-là, il a été à Orléans. Ce gamin-là, il s'est fait virer 2 fois. Il a été au State, il a retrouvé un cadre scolaire, il a retrouvé une plénitude de ses moyens et c'est peut-être ce qui lui convenait le mieux. Des fois, ton parcours, il ne sera pas le même que les autres. Donc, construis-toi humainement. Et il faut prendre le temps de se construire, parce que si c'est pour te construire et que tu te pètes, alors que, en fait, on sait que on peut se donner jusqu'à 23 ans pour bâtir un corps pour le basket pro. Pour le haut niveau. Ouais, pour le haut niveau. Et puis t'en as qui font ça, de manière, avec patience, et qui sont, t'as des late bloomers aussi, hein. T'as des late bloomers, clairement. Tu prends, late bloomers, des joueurs qui explosent tardivement. Tu prends Tarpey à Monaco, c'est un late bloomer, quoi. Et il est passé par la division de NCAA. Tu prends comment il s'appelle là, tu prends l'ancien américain de Paris, Dustin Sleva. Deuxième division NCAA et finale c'est aujourd'hui il est au Beşiktaş Istanbul, tu vois, et c'est un tueur. Donc voilà. Donc moi la NCAA, le parcours NCAA c'est une chose, mais le parcours en France, je pense que le circuit championnat fédéraux pour suivre les études, t'as 17 ans, tu continues les études, tu fais des études supérieures, mais tu fais de la N3 à côté, le temps de terminer tes études, après tu fais le STAPS N2, tu vois, faut pouvoir se dessiner aussi un parcours jusqu'à tes 23 ans pour que tu puisses lier le plan scolaire et aussi derrière le basket vraiment semi-professionnel. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Laurent Sierra, je te sors un vieux de la vieille, tu vois. Laurent Sierra, il a fait de la N3, il a fait de la N3 à Tarbes, je crois. Après derrière, il a fait de la N2 à Castres. Il est monté progressivement. Donc il y a des gens, il y a des observateurs dans ces championnats, tu vois. Donc ils sont obligés maintenant d'aller regarder ces championnats. Laurent Mpessa qui est à Bourg, il était en National 3, il a fait de la N2, il a fait de la N1 et maintenant il est à Bourg-en-Bresse, tu vois, international français. C'est aujourd'hui il y a une multitude de chemins. Il y a une multitude de chemins. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces jeunes-là partent? Non, mais il y a une précarité. Là-bas, on te propose d'aller aux États-Unis, donc de vivre une expérience américaine, etc., avec tout ce que ça englobe. Tu prends un bif. C'est pas fait pour tout le monde. Tu prends 100 000 euros. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, mais tu pars avec, tu récupères une expérience. Là, pour le coup, tu peux sortir avec un diplôme. Voilà. Et si tu remplis les standards, tu sors forcément plus gagnant que... on va parler des standards. Faut être éligible, déjà. C'est-à-dire, contrat stagiaire pro, ça passe. Contrat pro, Camardine, ça va être un cas de jurisprudence, à mon avis. Mais contrat pro, ça peut passer encore, je crois. Il faut, voilà, maintenant, le NIL, ça redéfinit l'éligibilité. Après, derrière, il faut que t'aies ta lettre de sortie FIBA, parce que la FIBA, là, commence à siffler la fin de la récré. Donc, il faut ta lettre. Ça veut dire que si tu vas à l'encontre du règlement FIBA, et que tu vas en NCAA, peu importe si t'as pas ta lettre de sortie, d'où les buyouts dont je parlais tout à l'heure, si le club te laisse pas la lettre de sortie pour y aller, et derrière le joueur y va, mais s'il veut revenir après dans l'univers FIBA, enfin dans le basket mondial, tu seras suspendu. Tu seras suspendu, voire même radié. Moi, quand un club vient me chercher, il faut absolument que j'ai l'autorisation de sortir de la ligue.
Buyout ou pas buyout déjà à la base. Si t'es encore sous contrat. Mais bon, faut vraiment, franchement, t'as un club, t'as investi des milliers d'euros pour former des joueurs et tout ça. T'en as un qui peut partir là-bas. Attends, je veux dire, faut que t'aies au moins tu grattes quelque chose quand même. Sûr, non, mais moi, je pars du principe. Sur les clubs formateurs comme dans le foot. Je pars du principe déjà d'une en plus. Bon, pour Kamardine, c'est une jurisprudence, mais bon, pour ces jeunes espoirs, à tout casser, tu récupères un 50 000 euros. C'est amplement suffisant. Bien sûr. C'est amplement suffisant, donc casse pas des brûler les ailes. Et il y a plein d'autres choses. Tu crées un contrat tu fais un deal avec le joueur. Voilà, tu reviens parce que nous on estime que tu as un potentiel intéressant. Si ça match bien, nous on a une option sur toi. Il y a plein de trucs, tu vois. Mais voilà, mais c'est encore une fois la communication. Des fois le joueur il veut partir parce qu'il en veut déjà au club. Voilà, l'accompagnement. Parce qu'il se fait balader. Les joueurs, ils ont marre de se faire balader au bout d'un moment. Ils ont le pouvoir. Ça revient au problème qu'on disait aussi, c'est que t'es dans les clubs. Qu'est-ce qui les encadre? C'est des bénévoles. La plupart du temps. Même les éducateurs, les encadrants. Toi, t'accueilles au Banana Cut des coachs d'équipe de U15 France. Mais est-ce qu'ils sont salariés, ces gens-là? Il y en a beaucoup qui ne sont même pas salariés. Et qui sont en train de produire des champions de demain, tu vois. Donc au bout d'un moment un coach high school il gagne combien aux États-Unis juste pour une saison de 3 mois? Il gagne 60 000 barreaux. C'est un contrat de coach pro B quoi. Donc au bout d'un moment c'est pas la même chose. Non mais ce que je trouve dingue c'est que ce phénomène le NIL ça met à poil en fait le système français. Mais pas que français, international. Ok, parce que c'est la même chose. C'est partout. Le Barcelone et le Real Madrid parlent de fermer leur centre de formation, leur académie. Oh, carrément. Oui. Donc voilà, mais au final, c'est le serpent qui se mord la queue parce que Barcelone et le Real Madrid ils vont chercher des Sénégalais qui ont traversé le fleuve. Ouais. Ouh, Ibaka il sort d'où? Voilà. Ouais. Donc il est pas espagnol. Non, mais bon voilà, enfin je veux dire. Ibaka Non, Ibaka. Ah si, Ibaka il est espagnol. Non, mais il est pas espagnol. Non, il est pas espagnol. Mais bon, c'est. Mais ça voudrait dire que vous pensez que peut-être dans 10 ans, il y aura beaucoup moins de centres de formation. Moi, je pense qu'il faut revoir notre filière. Il faut revoir la filière parce que on parle de centre de formation, on parle d'académie. Il y a plein de trucs qui se créent aujourd'hui. Il faut y réfléchir ensemble. Et il faut que les clubs amateurs aussi perçoivent le fruit de leur travail. Le fruit de leur travail. Moi, quand tu vois que t'entends, par exemple, comparé au foot, tu vois, le foot, t'as des droits de formation, t'as des clubs qui touchent une partie de chaque joueur. Tu vois, Paul Pogba, Torcy a touché de l'argent sur Paul Pogba, sur ses différents transferts. Tu vois. Pourtant, il a été dans d'autres grands clubs, d'autres centres de formation, mais Paul Pogba apporte des sous au Torcy Football Club. Eh ben, tu vois, à l'image d'un Mathieu Strazel qui est peut-être allé à l'Asvel, mais envoyer une certaine partie à Marne-la-Vallée. Exactement. Alors il y a pas que sur le cas Maxime Ross parce que là t'as une enveloppe fédérale, enfin une petite prime fédérale quand t'as formé un joueur voilà. Et donc dans le cas de Maxime Ross par exemple, l'entente chez Versailles dans le petit frère d'Eric non. Mais dans le cas de Maxime Ross, il se ressent pas trop là. Dans le cas de Maxime Ross, l'entente Le Chêne et Versailles, ils ont touché 1 500 € de la Fédé, mais il faut faire tout un dossier de la paperasse et tout ça. Il faut les demander. Donc c'est mais Rick, il va passer bientôt là. Ouais, bien sûr, il arrive au Quai 54. Ouais. Et l'année prochaine au Banana Cut, il viendra avec son fils. Non, mais la solution, c'est quoi? Parce que ça concerne, on parle de NIL, ça concerne pas tous les joueurs non plus. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être éligible. Déjà, en termes de stats, en termes de trucs. Ouais, il faut intéresser aussi. C'est scouting, c'est ce que tu vas proposer. C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont proposer, en fonction des demandes universitaires, quel type de joueurs ils veulent. Déjà, parce que, quand tu vas en universitaire, c'est pas tous les joueurs qui ont une braille et qui représentent quelque chose. C'est quel style de jeu? Parce que la NCA, c'est un style de jeu aussi particulier, c'est académique, et chacun des académiques ont leur philosophie de jeu et tout ça. Et les entraîneurs, je peux te dire qu'ils durent, hein. Il y en a qui font toute leur vie, toute leur carrière. Et qui refusent d'aller en NCA qui refusent d'aller en NBA parce qu'ils sont très bien en NCA. L'ancien coach de Duke, il a refusé les Lakers. Celui qui a refusé les Lakers. Mike Krzyzewski. Ouais, Mike Krzyzewski. Toute sa carrière à Duke, il aurait pu aller en NBA. Combien de fois on l'a appelé son nom a été prononcé en NBA? Mais il y a un coach qui avait refusé les Lakers après, avant qu'ils prennent JJ Redick. Oui, le nouveau coach de Duke.
Le nouveau coach de Duke, là. Je sais pas comment. Si, c'est le nouveau coach de Duke. Après, t'as 364 équipes, c'est difficile déjà de tout suivre. Mais 364 équipes en première division, faut le rappeler, quoi. C'est énorme. Que des conforts. Et donc, forcément, ils sont pas tous servis de la même manière. Je te dis, t'as les programmes majeurs, t'as les autres sports aussi, parce que les NIL, ça concerne tous les sports. D'ailleurs, là, le basket, ils sont derrière le football. Là, j'ai les stats sous les yeux. Le football perçoit 41% de toute la valeur, de tout le poids économique du NIL. Et le basket, c'est 12%. Tu vois. Ah ouais, la différence, elle est c'est 4 fois. Donc voilà. Et donc c'est des revenus qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les royalties, qui sont sur les apparences publiques, qui sont sur les autographes, qui sont sur des représentations publiques camps et aussi conférences. Donc voilà, c'est tout ça, quoi. Moi, ce que je comprends, c'est que le NIL là, c'est quelque chose de personnel entre guillemets, c'est que toi, Vincent Beau, c'est du droit individuel. Tu vas à Duke. Même si tu joues pas. Je suis obligé de monter ma société. Alors, est-ce que je la monte en France ou au State? En fonction de tu trouves. Moi, je la montrerai au States, personnellement, parce que derrière, ça risque, si tu la montes en France, derrière, ça risque de poser problème avec, l'administration française. Pourquoi ton activité aux États-Unis? Tu déclares ta boîte en France. Derrière, comment tu le justifies auprès des impôts et tout ça. Donc, c'est là où ça va être compliqué. C'est là où, forcément, l'agent doit jouer son rôle. Ah, bien sûr. Mais toi, tu montes, donc toi, Vince, t'es recruté par Duke, tu joues pas, mais tu perçois de l'argent quand même. Même si t'es pas utilisé, même si t'es pas sur les posters, même si t'es pas ce truc, à partir du moment où tu peux faire partie de l'équipe, tu reçois un pourcentage, tu reçois un pourcentage. Mais si tu te retrouves sur les posters, sur les posters, tout ça, tu vas te retrouver. Parce que il communique sur toute l'équipe. Mais après, le quid, parce que tu disais... Mais les droits TV, tu récupères un pourcentage. D'accord. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, sur le lancement du NIL, c'est que les universités vont arriver en crise avec le fou furieux qui dirige le pays, quoi. Qui veut arrêter de subventionner aussi certaines universités. Pas de politique, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais c'est une réalité, c'est une conséquence, c'est macro-environnemental. Tenir compte, et il y a une autre chose sur laquelle il faut tenir compte, c'est que les sponsors ne donnent pas le même argent d'une année à une autre. Oui. Donc, on te dit, t'auras ça cette année, et peut-être que l'année prochaine, tu n'as plus ça, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment dissocié de ta scholarship, tu vois. C'est vraiment dissocié. C'est des droits à l'image. C'est des droits à l'image. C'est pas du salaire. C'est pas, voilà. C'est du droit à l'image et ça va en fonction de la mécanique économique. Donc, si se passe au niveau macro-environnemental, si Trump prend une décision politique à dire, ouais, j'arrête de subventionner, telle ou telle université, tout ça, les universités, elles vont devoir tirer sur le sport pour se financer aussi. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Ça risque d'être dangereux. La solution restera le dialogue, la communication, et le tribunal du sport qui devra s'y prendre une décision à un moment. Tous les deux là, demain vous êtes dirigeant à la ligue, qu'est-ce que vous faites pour légiférer sur ça? Vous prenez quoi comme mesure? Le président de la ligue ou à la FED? Parce que c'est un problème fédéral, plus qu'un problème de ligue. Je opte pour un contrat buyout. Clairement. Mais contre, il faut accompagner les clubs amateurs. J'accompagne les clubs amateurs et j'augmente les droits, j'augmente les indemnités que les jeunes joueurs doivent au final, il suffit d'aller dans la continuité de ce que fait la Fédé. La Fédé, il y a des contrats fédéraux pour les joueurs en N1 aujourd'hui. Tu t'accompagnes les clubs fédéraux pour mettre en place des conventions avec les joueurs, alors mineurs déjà, parce que c'est dès 15 ans que ça va jouer. Déjà, il faut faire aussi de la prévention, comme on l'a dit, hein, pour les U15, dès les U15. Il faut leur dire, mais attention à la poudre aux yeux. Il y en a qui sont pas faits pour y aller, hein. Ça peut pas convenir à tout le monde. Tu penses pas qu'il faudrait carrément... Déjà, faut déjà bien parler anglais, hein, parce que si t'arrives... faut passer ton SAT, ton TOEFL. Ouais. Et pas faire comme Carla Leight, qui parle en anglais. Mais ça va, ça sort bien au niveau basket. Donc, c'est ça qui la sauve. C'est ce couteau, là. Désolé, Carla. C'est le piment entier, là, c'est que de l'humour, c'est que de l'humour. Il y a que du soleil. Non, mais, du coup, à la Fédé, il n'y a pas une cellule spéciale qui s'occupe de ça? Si, t'as une cellule juridique, mais je pense qu'ils vont... Classique, parce que bon, ils parlent pas trop, mais ça bosse en coulisses, hein, faut pas croire. Mais voilà, ouais, il faut accompagner les clubs. Ce qui est très difficile, on avait parlé dans le dernier format prolongation, c'est que les dirigeants, ils ont jamais le temps.
Tu vois, il y a des formations. La Fédé leur met tout à disposition. Il y a des formations pour les dirigeants et tout ça. Mais j'avais expliqué que dans le parcours de formation dirigeant, t'avais rien d'imposé comme pour les arbitres, comme pour les joueurs, comme pour les coachs, où t'as des niveaux. Là, t'as pas de niveau dans les formations dirigeants. C'est t'as l'université d'été, et après derrière, c'est qui même me suivent, parce que le problème des dirigeants, ce sont des électeurs. Donc du coup, c'est là où c'est compliqué. Donc maintenant, la Fédé, ils mettent énormément de moyens pour accompagner les dirigeants, notamment avec une plateforme intranet, pour de la formation en ligne, pour professionnaliser, ils font tout le travail de veille à la place des dirigeants pour leur donner toutes les informations, déjà pour créer des contrats, voilà. Mais après, ça va au-delà, ça va sur les problèmes des méthodes de gestion et tout ça. Alors, leur expliquer, voilà, je pense que ça sera des contrats clés en main. Faites votre convention pour les joueurs. C'est une convention fédérale, et derrière, la Fédé vous accompagne pour vous protéger, pour protéger vos droits. Ça va être du clé en main comme ça, parce que les dirigeants, eux, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Après, clairement, t'as la ligue. En réalité, c'est tout bénef. Pour la ligue. Bénef, parce que toi, si des joueurs partent et que tu récupères un peu d'oseille dessus, le club récupère un peu d'oseille. Non, c'est la ligue ne perçoit rien du tout. La Fédé, pardon. La Fédé perçoit rien, c'est les clubs. Mais les clubs, c'est-à-dire que si tu peux faire en sorte que tes clubs touchent de l'argent, etc., c'est tout bénef. Oui, mais là, parce qu'ils perçoivent rien. Aujourd'hui, ils ne perçoivent rien. J'ai accompagné le club de Marne-la-Vallée sur ce sujet, justement, déjà pour savoir combien ça coûte une équipe sur le terrain, mais savoir aussi toute la filière de formation combien elle coûte. Et le truc, c'est que c'était aussi de les armer pour qu'ils puissent défendre quand même leurs intérêts. Aujourd'hui, ils se font siphonner par les centres de formation, mais par des recruteurs qui ont une perception externe. La force, elle est de s'armer sur qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre force, c'est notre savoir-faire. Et derrière, comment justement tu vas documenter le parcours du joueur, la traçabilité du joueur sur son parcours, tu vois, avec le maximum de détails que le recruteur il ne voit pas en tribune, tu vois, et avoir clé en main des dossiers que les recruteurs veulent. Des infos que les recruteurs veulent, parce qu'ils ne doivent pas se tromper, les recruteurs, hein. Ils doivent pas se planter, ils sont évalués sur leur choix et tout ça, mais ils doivent pas se planter. Au bout d'un moment, un recruteur qui se plante tout le temps, et ciao bye bye, j'en prends un autre, hein. Et le truc, c'est que là, l'idée, c'était de commercialiser les droits d'accès à toute l'alias financière, toute la traçabilité du joueur, du parcours joueur. Et donc l'idée, c'est de monnayer ça, quoi. Ouais, ça peut être une option. Donc voilà, mais encore une fois, il faut pouvoir construire justement cette organisation là. Hein? Mais tout ça après, ça c'est comme tu l'as rappelé tout à l'heure avec l'aspect politique. Ça en dépend aussi de la bonne santé financière des clubs de NCAA, quoi. Parce que demain, si ça se casse la figure... ils sont en meilleure santé que pas mal d'autres, t'inquiète pas. Et s'ils ont des difficultés, des donateurs vont mettre... faut savoir que des chèques. On parle de 364 équipes en NCAA 1. Je crois que c'est 350 équipes en NCAA 2, donc t'as moins d'équipes en NCAA 2 qu'en NCAA 1, donc c'est pas finalement pyramidal, hein. Division 3, n'en parlons pas. Et après t'as la NIA. Après t'as toutes les divisions. Et donc tout est produit au niveau audiovisuel. D'accord. Et tout est retransmis sur des chaînes locales, si ce n'est nationales. Nationales, c'est vraiment les plus gros programmes. Mais déjà, au niveau local, tout est... Donc forcément, ils ont un rôle, mais... Sans compter les plateformes de diffusion, voilà, tu vois. C'est ça. Mais ce sont des marques, ce sont des marques, les universités. Et ils ont... s'ils n'ont pas un marché national, ils ont un marché local. Et voilà, mais c'est les entités les plus importantes, probablement les plus importantes, parce que derrière, en plus, ils cultivent, si tu veux, le sentiment d'appartenance, même dans les familles, tu vois, c'est les familles qui viennent au match, c'est les anciens diplômés. Dans l'Indiana, par exemple. Peut-être que les parents se sont rencontrés à l'université, c'est le cas des parents de Stephen Curry, par exemple, tu vois, ils se rencontrent à l'université. Ils supportent l'université. Le bal de promo, donc au final, c'est l'université aux États-Unis, ce sont les fondations de la vie. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, c'est les fondations de la vie, c'est l'expérience qui va fonder ta vie, l'université. Surtout qu'on en avait parlé aussi ici même avec Angelo, où justement il y a
les fondations, mais comment après, par la suite, on sait qu'il y a quand même cette accroche-là, on sait, le réseau, le réseau, on sait que leur université, ça compte jusqu'à la fin de leur vie, hein. Nous, par exemple, pour l'université, on sait même plus à quelle université on est, enfin, on sent. Ouais, en France, même les business schools ont du mal à travailler leur réseau alumni, tu vois. C'est vrai. Alors que là-bas, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est une appartenance, quoi. Ça fait partie de leur valeur. Ça fait partie d'eux. Clairement. Et donc ça aide pour le business, ça aide pour ci, ça aide pour ça, tu vois. Pour finir, c'est du business communautaire au final, tu vois, comme on pourrait dire chez Pascal Pro. Je suis entièrement d'accord. Désolé les gars, fallait que je le place. Je suis en minorité là, fallait que je le place. Exactement, le grand remplacement. Non mais justement, c'est les femmes le grand remplacement, frère. Tu vois là, tu vas te faire cancel. Ouais, c'est bon. Non mais j'ai une question pour le coup. Quid de la balle? Est-ce que le NAL, ça fonctionne aussi là-bas? Non, c'est tout un modèle économique différent. La balle, c'est puiser sur le championnat africain. C'est pas rechercher des jeunes. Les jeunes, si tu me parles des académies NBA, ok. Les académies NBA qui peuvent faire attirer des joueurs en université. Mais la balle, non. Non. C'est des joueurs qui recherchent un contrat, qui cherchent une plateforme pour pouvoir s'exprimer, et où des fois, t'as des clubs africains qui payent bien. D'accord. Ça prend pas au niveau du modèle économique. Au niveau académie, les académies en Afrique, elles sont en train de fermer. Je crois au Sénégal, il y en avait 2. Maintenant, je crois qu'il en reste qu'une. Elle a pas encore fermé. Sans pour parler. Il y a les deux qui sont encore ouvertes. Et il y a la CID et l'autre, je sais plus. C'est la CID et t'as comment ça s'appelle? J'oublie. Bon, moi, je suis le sujet parce qu'il y a mon meilleur ami qui, depuis 15 ans, fait une obsession pour ouvrir son académie en Ouganda. Il a essayé le sud du Soudan, puis il a fait le Kenya, mais voilà. Il vise les Soudanais, faut qu'il demande à French Montana. Bah oui, mais c'est vrai, il a été en Ouganda à faire une franchise de ball. Ouais. Donc ça. Et voilà, mais on voit bien, en fait, que finalement, les académies, ça prend pas là-bas. Et qu'au final, il faut déjà tout de suite exporter les prospects, les talents, pour les former soit en Europe, soit directement aux États-Unis. Mais et signer des conventions pour pouvoir récupérer quelque chose. C'est très difficile de s'implanter, d'avoir une stabilité sur une académie en Afrique, quoi. Apparemment, ça a l'air d'être. Je veux absolument qu'on finisse de la NBA Academy. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. C'est vrai. Je veux absolument qu'on finisse là-dessus. C'est les dérives du NIL. Parce que là, depuis tout à l'heure, on vante plus ou moins les mérites. On dit, voilà, on parle des fédérations. Pas forcément de dérive, c'est plutôt de l'inconnu, je dirais, moi. C'est l'inconnu, c'est savoir d'une année à une autre si t'as la même enveloppe. Mais ça peut pas alimenter un espèce de circuit parallèle où des mecs vont faire monter des cotes de joueurs. Par exemple, dans le foot, c'est exactement ça. T'es pote avec un journaliste, il fait 3-4 articles surgonflés ou sursaussant de tes gars, la valeur marchande monte, il y a du scouting, machin, de trucs. Puis attention. Il y a du scouting. Attention, le NIL, il y a pas moyen de trucs, je sais pas. Ce qu'il peut faire, c'est faire augmenter ta valeur, c'est faire annoncer des plays que pour toi. Mais après, les calls, si on ne met que des plays pour toi et que tu mets pas, et puis ça va dénaturer le style académique. Chose par contre qu'il faut dire sur le NIL, on l'a pas dit, mais c'est pas applicable dans tous les États, quoi. Non. Donc t'as le Wyoming, l'Idaho. Alors attends, hop, j'ai les stats sous les yeux. Washington State, apparemment. Alors non, il y en a où c'est encore c'est en cours, c'est pas statué, mais l'Alabama ça a été retoqué. Et il y a quand même quelques facs là-bas qui sont importantes, mais dans le Wisconsin, dans le Wyoming, dans le Dakota du Nord, dans le Dakota du Sud, dans l'Idaho on croirait les élections américaines. Et attention, qui a gagné la Floride, et attention, dans l'Indiana. Pour l'instant, ça passe pas, c'est pas applicable. Donc ça, c'est important de le préciser pour ceux qui nous regardent, que c'est pas applicable partout. Donc s'il y a une fac du Wyoming qui vous appelle, déjà si vous avez une bourse d'études, c'est super. C'est super. Si vous avez une full scholarship, c'est pas mal déjà. Okay. Non, c'est intéressant. C'est franchement intéressant. C'est-à-dire que là, clairement, là, pour les parents qui nous regardent, ils ont un gosse de 14-15 ans qui fait la banana cut, le meilleur tournoi du 15 au monde. Bah, disons que c'est moi qui va le placer. S'il fait pas la banana cut, c'est moi qui vais le placer. On est concurrents. Non, mais concrètement, là, il y a un dossier qui arrive. Le petit démonte tout. On lui propose d'aller dans un centre de formation. Il y a un club américain qui lui dit, écoute, nous, on veut te
te recruter. Il faut qu'il y aille pour les bonnes raisons. Il faut qu'il y aille pour les bonnes raisons. Il faut vraiment qu'il y aille pour les bonnes raisons. Projet Mbappé, parce que on peut te dire, ouais, on va te donner 200 000 pour le NIL, mais il va falloir que tu crées du contenu pour que ton NIL fonctionne aussi. Ça aussi, il faut faire attention. Ton NIL, pour qu'il fonctionne, il faut que tu crées, il faut que tu te rendes visible. C'est-à-dire, tu as aussi une caméra qui va être tout le temps là derrière toi. Et puis, il faut pas oublier que tu vas pour les études. C'est ça. Tu vas pour les études. Un étudiant athlète. Et pour certains milieux, tu peux être la fierté de ta famille, hein. Clairement, hein. D'avoir accès à des études, en plus beaucoup plus prestigieuses qu'en France, parce que des universités en France, les universités publiques sont en train de s'effondrer. Hein, je sais de quoi de parle. Je suis professeur en management du sport, donc les universités publiques, ça paye encore plus lentement que les Grecs, hein. On va revenir aux autres. Et les Monégasques. Hein? Et les monégasques. Oui, exactement, ouais. Ça paye à 6 mois les universités publiques, donc tout est en train de tomber en ruine chez nous, alors que aux États-Unis c'est des temples. D'accord. Donc t'as pas d'inquiétude à ce niveau-là. Non, okay. Voilà, okay. Ouais. Donc voilà, donc partez pour les bonnes raisons, c'est d'abord les études, mais c'est la chance d'avoir aussi accès à des installations sportives que vous n'avez pas en Europe, clairement. En Europe. Oui, en Europe. Mais dans le monde même, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans c'est de la folie. Mais parce que en fait, si tu veux, vie que tu ne verras jamais. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est des universités c'est des campus de minimum 20 000 étudiants. Donc c'est une communauté qui est importante. Donc tu croises, mais c'est un carrefour du monde au final. C'est incroyable. J'ai vu sur une vidéo le campus de Georgetown en football américain. Mais les installations du PSG, c'est le local à vélo à côté. C'est pareil, la Tony Parker Adequate Academy, j'ai vu, c'est super pour un centre de formation français, c'est top. Mais finalement, après, derrière, quand tu regardes ce qu'il y a ailleurs, même en Espagne, ça dépasse tout entendement. Mais, là, on parle d'une autre dimension. On part d'une autre dimension au niveau installation sportive, mais en termes de prestige aussi, c'est-à-dire que quand t'as des diplômes d'université, je te dis, pour le réseau derrière, pour t'insérer, en plus si tu as brillé, t'as fait briller l'école, parce que c'est ça en fait, c'est que je dis c'est une communauté, mais ils utilisent le sport. Pourquoi ils mettent autant de moyens dans le sport? C'est qu'ils utilisent le sport comme un véhicule, comme l'étendard, et voilà, et quand t'as porté le maillot de la fac, t'inquiète pas que tout le monde on t'oublie pas, quoi. Ok. Les gars, je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses par rapport à ça, c'est super intéressant. Pour moi, c'est le plus important pour ceux qui nous regardent, c'est de bien se renseigner, d'être bien accompagné par les bonnes personnes, notamment les institutions qui placent des athlètes, mais des student athletes, donc vraiment qui y vont pour les études. Hein, là, ils sauront vous conseiller, vous mettre au bon endroit aussi. Mais voilà. Après, pour ceux qui sont vraiment où le basket dépasse le niveau scolaire, là, les agents, ils sont déjà là en place. Hein. Et une chose, mais renseignez-vous sur les agents aussi. C'est pas parce que vous revenez des States que c'est sûr que vous allez trouver un contrat. Exactement. Très bon mot de la fin. Dans les années 90, ça faisait monter la cote des joueurs, mais là, maintenant, ça va être mal perçu par le milieu. C'est exact. Mal perçu carrément. Ah ouais, mal perçu par le milieu, puisque on retourne un peu dans l'hypocrisie. Voilà, c'est que au final, je vais pas sortir des slogans tout pétés, genre la France tu l'aimes ou tu la quittes, mais c'est un peu ça au final dans les mentalités. Mais aujourd'hui, toi, tu lui fais peur. Hein. Faut arrêter l'émission. Non, mais tu vois, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si t'as quitté la France pour un meilleur programme, tu vois, c'est ça en fait. Tu reviens. C'est hypocrite comme ça. Et surtout se dire que c'est pas parce que c'est un label que tu sois parti au State, tu vois. Ouais, ok, tu vas avoir un certain style de jeu qui est pas obligé de s'acclimater au jeu auquel tu vas arriver. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est réfléchir vraiment à ton projet. C'est ça. Mais c'est surtout que tu vas pour les études et après le basket ça suivra. Okay. Tu vois, et ne pas s'enflammer sur les gros montants les gros montants promis. Annoncé. Qui sont promis, et puis c'est surtout aussi qu'est-ce que tu auras derrière si tu reviens en Europe pour jouer, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est la réalité des choses, et puis c'est pas fait pour tout le monde. Ok. Donc on verra. Là, il y en avait 70 cette année, toutes divisions confondues, donc 40 en première division. Quand même. Hein.
Ouais, mais voilà, on verra cette année. Moi, je pense il faut pas s'affoler. Il y en aura peut-être 60, peut-être 75, mais en première division. Mais honnêtement, faut pas s'affoler. Vraiment pas. Enfin, ça m'a l'air significatif, mais si vous me dites qu'il faut pas s'affoler. Les gars, merci beaucoup. J'espère que chez vous en saurez un petit peu plus et que vous avez eu des clés de compréhension sur tout ce que représente le NIL, tout ce. De toute façon, on parle d'oseille, on parle de carrière, mais moi j'aime beaucoup l'aspect humain que tu as apporté sur la santé mentale des gamins, qu'on trimballe comme ça et auquel on vend du rêve, et au final ce rêve là, on les détruit. On les détruit. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup, on n'en parle pas assez. Il faudra peut-être faire un truc sur la santé mentale de certains, des joueurs, etc., la précarité qui découle de tout ça. Donc, merci beaucoup pour ces observations. Les gars, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux respectifs qu'on va afficher. Tu connais déjà. Exactement. N'hésitez pas à aller donner du love, à aller vous abonner, à aller liker, commenter, sur la page évidemment de Temps Mort, mais du Banana Cut, le meilleur tournoi du 15 du monde. Et voilà. Sur le LinkedIn de Vincent Beau, pardon, comme tu veux, à l'américaine. N'hésitez pas aussi à aller DM Mills qui est célibataire, donc voilà, s'il y a des prétendantes et des choses comme ça, voilà. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez Temps Mort Prolongation, c'était la famille, peace and love.